Alors bonjour Adam, je suis très heureuse de t'interviewer aujourd'hui et de te recevoir sur ma chaîne YouTube. On va voir ensemble, tu vas te présenter, mais on va parler aujourd'hui de la maladie de Lyme, puisque tu es connu pour être l'expert dans l'accompagnement de cette pathologie. Et comme moi, c'est une maladie que je n'aborde pas du tout, je voulais avoir là justement des conseils, enfin que tu puisses partager des conseils, ton expertise aux abonnés. Alors déjà, Adam, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Qu'est-ce que tu fais? Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver également? Bien sûr. D'abord, merci à toi pour la proposition. Alors, je suis conseiller en naturopathie spécialisé, comme tu l'as dit, dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de la maladie de Lyme, principalement sous sa forme chronique. Mais pas seulement, j'accompagne aussi des personnes qui souffrent de sclérose en plaques, de lupus, de fibromyalgie, de syndrome de fatigue chronique, d'électrohypersensibilité, d'intoxication aux métaux lourds, de syndrome d'activation mastocytaire et de troubles fonctionnels digestifs. Donc, tu vois, c'est assez varié, mon champ d'expertise est assez large, mais ça reste toujours des maladies de civilisation environnementale, comme on dit, avec des causes et des mécanismes qui finalement sont assez semblables. Et ce sont des syndromes ou des pathologies qui répondent très bien au modèle intégratif et holistique qui est proposé en naturopathie. À côté de mon activité de conseiller en naturopathie, je suis également auteur. J'ai écrit un livre qui s'appelle Lyme chronique, ma guérison naturelle, qui est disponible sur Amazon. Et je suis également formateur, donc j'encadre une formation sur l'accompagnement naturopathique de la maladie de Lyme, qui est destinée aussi bien aux professionnels de santé, qu'ils soient installés en cours d'installation ou encore étudiants, mais aussi aux personnes qui ne sont pas des professionnels et qui souffrent de cette pathologie. Super. On remettra les liens en dessous pour qu'on puisse te retrouver. Et puis, il me semble que tu as un compte Instagram également où on peut te suivre. Hein, c'est bien ça. Tout à fait. Donc, j'ai mon compte Instagram qui s'appelle adamnour-naturopathie. J'ai mon site internet qui s'appelle adam-nour.com. Et j'ai une page Facebook qui s'appelle Adam Nour Naturopathe. Ok, bah du coup, moi, je remettrai tout ça dans les commentaires en dessous, comme ça, si vous avez envie de retrouver Adam, vous pouvez le suivre sur les différents réseaux sociaux et sur son site internet. Alors, Adam, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la maladie de Lyme, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un petit peu aussi, des fois, on dit maladie de Lyme, parce que c'est un peu dès qu'on a plein de symptômes, hop, c'est un peu le mot fourre-tout. Est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision, ta définition de cette maladie? Et puis également aussi les symptômes que tu as pu voir régulièrement aussi chez les consultants. Bien sûr. Alors, on peut dire en fait qu'il y a deux définitions pour la maladie de Lyme. Il y a une définition originelle et simplifiée de la maladie, qui est celle qu'on retrouve dans les recommandations officielles en faculté de médecine, qui correspond en fait à la maladie de Lyme sous sa forme aiguë, c'est-à-dire une infection bactérienne qui est causée par un spirochète, qui s'appelle la borréliose, donc une bactérie en forme de tire-bouchon, et qui est principalement transmise par morsure de tique. Oui. Cette morsure de tique donne généralement lieu à un érythème migrant, c'est-à-dire un cercle qui s'étend avec un point au milieu, et on considère que cette infection bactérienne se guérit très bien et facilement avec une antibiothérapie. Voilà, ça c'est la définition classique de la maladie de Lyme. Mais on se rend compte qu'il y a une seconde définition qui est en train d'émerger, qui est plus actuelle, qui est plus large et qui est beaucoup plus complexe, qui est celle de la maladie de Lyme chronique, qui correspond à une infection à la borréliose, donc la définition oui, ce que tu as dit, tout à fait. Voilà, mais qui serait passée inaperçue, qui n'aurait pas été traitée, ou alors qui a été traitée à temps, mais qui a persisté après le traitement, et qui du coup s'est chronicisée. Donc, cette infection bactérienne va pouvoir prendre différentes formes, une forme intracellulaire, kystique et aussi se recouvrir dans des biofilms, ce qui lui permet de survivre et de persister dans le corps. D'accord. Et généralement, en parallèle de cette infection bactérienne-là, on retrouve plusieurs autres co-infections qui l'accompagnent. Donc, ça peut être des co-infections bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires. Et c'est tout ce cocktail infectieux qui va créer une inflammation qui est chronique, et qui peut être multisystémique et multiorganique, c'est-à-dire qu'on va avoir des symptômes un petit peu partout. Une charge toxique importante, parce que tous ces pathogènes relâchent des toxines, qui d'ailleurs sont à l'origine de l'inflammation, et aussi des dommages et des déficiences.
Donc, ça peut être des dommages qui sont portés au niveau des tissus conjonctifs, au niveau du collagène, au niveau de la gaine de myéline des nerfs, au niveau du péricarde, du liquide synovial dans les articulations, des fascias musculaires, donc au niveau des muscles. On retrouve aussi des carences nutritionnelles, parce que les agents pathogènes se nourrissent de certains de nos nutriments. Ils perturbent aussi notre digestion, ce qui fait qu'on assimile moins bien. On va retrouver des carences en acides gras. La borréliose adore se nourrir d'acides gras, des troubles du métabolisme, des troubles hormonaux, problèmes de thyroïde, ce genre de choses, une fatigue surrénalienne. Les surrénales, à force de sécréter des molécules anti-inflammatoires pour lutter contre l'inflammation chronique, finissent par s'épuiser. Et on retrouve également une hypofonctionnalité des organes du système digestif, notamment le nerf vague lorsqu'il est infecté. Oui. Ce que tu dois bien connaître, qui du coup provoque une stagnation du bol digestif. Oui. Et parfois, lorsque l'infection est ancienne et qu'on a des prédispositions génétiques dans ce sens-là, on va même retrouver des réactions auto-immunitaires. Donc, il y a énormément de symptômes de ce que tu décris. Est-ce qu'il y a un moyen de se faire diagnostiquer en France quand on commence à avoir une multitude de symptômes, peut-être qu'il y a aussi un petit peu d'errance, est-ce que déjà il y a un moyen pour se faire diagnostiquer? Ou des tests, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors oui, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, mais aucun test n'est véritablement fiable, malheureusement. Donc le premier test, le test qu'on utilise en première intention, enfin que les médecins utilisent en première intention en France, c'est le test sanguin ELISA. Et ensuite, un test de confirmation qui s'appelle Western Blot lorsque l'ELISA est positif. Donc, c'est un test sanguin qui vise à rechercher les anticorps de la borréliose, contre la borréliose, pardon. Mais ce test est très controversé et il est très peu fiable parce qu'en fait, il ne couvre que quelques souches de borréliose. Il en existe une multitude. D'accord. Et par essence, la maladie de Lyme provoque peu de réactions de la part du système immunitaire. Le système immunitaire va être brouillé, va être perturbé par les mécanismes de survie de la borréliose. Et du coup, rechercher des anticorps pour une maladie qui provoque peu de réactions, en tout cas une réaction qui n'est pas ciblée de la part du système immunitaire, c'est un petit peu contre-productif. Donc, il y a d'autres moyens qui existent. D'accord. On a le PCR, que tout le monde connaît aujourd'hui grâce au coronavirus. Oui. Qui en fait est une méthode d'amplification de l'ADN utilisée pour tracer l'ADN de la borréliose dans les fluides du corps. Donc dans le sang, dans l'urine. On a cette méthode-là, mais qui n'est pas non plus complètement fiable. D'ailleurs, encore une fois, on le voit avec le Covid, hein, c'est pas oui, tout à fait. On voit que c'est pas tout à fait. Oui, bien sûr. Donc on a ça, on a la ponction lombaire, qui est très douloureuse et qui va rechercher la présence d'anticorps dans le liquide céphalorachidien. D'accord. Alors, là, pareil, le taux de fiabilité, on l'estime à environ 15%, ce qui est très peu. On a les biopsies de tissus. On a un test qui s'appelle le test de la goutte épaisse, qui consiste en fait à prendre une goutte de sang au bout du doigt et de tenter de repérer la présence de la borréliose à l'aide d'un microscope. Mais là aussi, c'est peu fiable parce qu'on estime qu'il y a d'autres agents pathogènes ou qu'il y a certains débris dans le corps qui peuvent ressembler à la borréliose. Et il y a un taux de positivité qui est énorme, c'est-à-dire que quasiment toutes les personnes qui me contactent, qui ont fait ce test, pour ne pas dire toutes, sont revenues positives au test de la goutte épaisse. Ah oui, d'accord. On a un nouveau test avec les phages qui est aussi utilisé depuis maintenant à peu près 2 ans, qui se fait dans un laboratoire en Belgique, le laboratoire Red Lab. Et là, c'est pareil, la plupart des gens sont positifs à une souche en particulier de la borréliose. C'est un test sur lequel on n'a pas beaucoup de recul, donc j'émets un fort doute sur sa fiabilité. Et enfin, on a un test qui s'appelle le test ELISpot, qui consiste à mettre en évidence l'activité des lymphocytes T du patient contre la borréliose. Et c'est le test qui actuellement est le plus fiable, mais il est toujours imparfait. Ce qui fait qu'en fait, on va devoir utiliser ce que moi j'aime appeler la méthodologie du faisceau d'indices, un ensemble de critères pour pouvoir poser un diagnostic clinique.
C'est ce que j'allais te demander justement, parce que du coup, comme que tu expliques très bien, il y a différents tests, mais on peut très bien être faux positif. Et donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas recouper, faire avoir un ensemble de choses, de facteurs, pour effectivement poser un diagnostic sur cette maladie? Tout à fait. On peut être faux positif comme on peut être faux négatif. Avec le test ELISA et Western blot, le PCR, la ponction lombaire, c'est beaucoup de faux négatifs. Oui. Avec le test de la goutte épaisse et le test par phage, c'est beaucoup de faux positifs. Et j'imagine que par rapport aux personnes que tu accompagnes, Adam, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peut-être mis des années avant d'être diagnostiquées, en fait. Tout à fait. Alors, l'errance médicale, c'est quelque chose qui est assez inhérent à la maladie de Lyme. C'est très rare qu'une personne qui souffre de Lyme chronique soit directement diagnostiquée par son médecin parce que c'est une pathologie qui est peu connue. Et comme je te le dis, les sérologies, les moyens de diagnostic sont peu fiables. Et beaucoup de personnes ne se souviennent pas avoir été piquées par une tique parce qu'elles ont été piquées à un endroit du corps qui n'était pas facilement visible, parce qu'elles n'ont pas eu d'érythème migrant, parce qu'elles ont été piquées par une nymphe, donc une toute petite tique qui est très peu voyante. Et parfois, on est piqué par une tique, on peut s'en souvenir, mais on va se porter très bien pendant des années. Et puis un jour, des années plus tard, on va commencer à ressentir des premiers symptômes. Généralement, c'est suite à un affaissement de l'immunité, donc un choc émotionnel, Oui. un accident, une intoxication aux métaux lourds. Ça peut être plein de choses, des travaux dentaires, une infection aiguë qui a réveillé cette infection latente dans le corps. Et donc, la personne ne va pas faire le lien avec la morsure de tique. Bien sûr. Sachant par ailleurs que ce ne sont pas que les tiques qui peuvent être contaminantes, même si ça reste le vecteur principal, on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres insectes qui peuvent transmettre la maladie. On peut également la contracter sexuellement. Alors, c'est rare, mais c'est possible. Ça a été prouvé. D'accord. On peut aussi la transmettre de la maman à l'enfant. À l'enfant, lors du passage, oui. Donc, dans ce cas-là, c'est difficile de déterminer que c'est la maladie de Lyme quand un beau jour, on commence à avoir des symptômes un peu mystérieux, incompréhensibles. Bien sûr. De penser à la maladie de Lyme. Pour poser un diagnostic, il va falloir s'orienter vers un médecin qui est spécialiste en la matière. C'est ce que j'allais te demander. La question, c'est justement, est-ce que les médecins sont formés maintenant un peu plus sur cette maladie? Est-ce qu'il y a des médecins spécialisés dans cette maladie? Mais pas vraiment. En fait, généralement, les médecins qui se spécialisent dans la maladie de Lyme sont ceux qui ont été personnellement touchés par cette pathologie. Soit ce sont des médecins qui ont été eux-mêmes malades, soit quelqu'un de leur entourage proche a été impacté. Et du coup, ils ont poussé la recherche par eux-mêmes, de leur côté, et se sont devenus des spécialistes. Mais dans ce cas-là, ils s'opposent aux recommandations officielles en France parce qu'ils vont traiter avec des antibiothérapies de longue durée, alors que l'antibiothérapie ne doit pas dépasser quelques semaines. Et du coup, il y a une chasse aux sorcières contre ces médecins. Donc, on en trouve très peu, malheureusement. Après, il y a des personnes qui s'orientent à l'étranger. Oui. Ou alors qui s'orientent vers des naturopathes. Alors, nous, on ne peut pas poser de diagnostic, mais on accompagne en fonction de l'anamnèse de la personne, de son historique. Donc, si la personne a des symptômes qui font penser à la maladie de Lyme, qu'elle a un historique de morsure de tique, nous, on ne va pas poser de diagnostic, mais on va simplement l'accompagner avec des outils qui sont naturels, sécuritaires et légaux. Oui. Et dans ce cas-là, la personne, petit à petit, se sent de mieux en mieux. C'est ce que j'allais te dire. C'est vrai que nous, en naturopathie, on ne pose pas de diagnostic, mais par contre, je pense que quand tu as l'habitude d'accompagner des personnes qui ont ce type de pathologie, tu sais qu'il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs à chaque fois où tu coches, où tu sais que si ça revient, en général, on sait qu'on est plus dans le positif que dans le négatif au niveau de la maladie de Lyme. Exactement. Et d'ailleurs, j'aimerais lister certains de ces critères. Bien sûr. Pour poser un diagnostic clinique. Alors, il y a certains aspects particuliers en fait qui permettent de reconnaître la maladie de Lyme sous sa forme chronique. Déjà, il y a le nombre de symptômes. Si une personne présente plus de 14 symptômes, on considère que les chances d'être infectée sont élevées. 14 symptômes donc différents. Il y a la nature des symptômes.
si les symptômes sont sporadiques, c'est-à-dire qu'ils apparaissent et qu'ils disparaissent soudainement ou progressivement selon les jours, mais aussi au fil des heures au sein d'une même journée, ça, c'est un indice qui est intéressant, qui est important. Le fait aussi que ce soit des symptômes qui sont migratoires et multisystémiques, donc des douleurs dans les articulations, et puis après, le lendemain, on a mal aux muscles, et puis le soir, on va ressentir des brûlures au niveau des nerfs. Donc ça, c'est un critère qui est très intéressant. Et le fait que les symptômes ne répondent pas ou peu au traitement classique qu'on va administrer à la personne pour se sentir mieux, donc les antidouleurs, ce genre de choses, ou au contraire, des réactions qui sont exagérées, qui sont très importantes, qui sont chaotiques et incompréhensibles, même avec des petites doses ou même avec des produits naturels. Donc des personnes qui sont très réactives. Ça, c'est un indicateur qui est important. D'accord. Après, on a l'étude de l'anamnèse, bien évidemment. Donc, s'il y a un historique de piqûres de tiques, bien sûr, avec ou sans érythème migrant. On va regarder également la région dans laquelle la personne a été piquée, ou si elle n'a pas été piquée, la région dans laquelle elle a grandi, dans laquelle elle a vécu. Le fait que les analyses sanguines et les différentes radiographies ne détectent rien d'anormal malgré la présence d'une multitude de symptômes. Ça, c'est un indicateur qui est fort, donc c'est l'errance médicale dont je parlais. Et puis également, beaucoup de malades de Lyme, avant de comprendre qu'ils souffrent d'une infection bactérienne et très certainement d'un cocktail infectieux, ont reçu un diagnostic d'une maladie qui confine à la maladie de Lyme, type fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, lupus, sclérose en plaques. Mais ce diagnostic est assez douteux, ça correspond pas tout à fait, c'est plutôt un diagnostic qu'on a donné à la personne pour lui dire, voilà, vous avez ça, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Exactement, tout à fait. Donc, un œil d'expert pourra analyser la situation dans son entièreté. Et lorsqu'on soupçonne en effet la maladie de Lyme, parce qu'il y a beaucoup de cases qui sont cochées, dans ce cas-là, ce que le médecin peut faire, c'est un traitement d'épreuve. C'est-à-dire qu'il va administrer à la personne chez qui on soupçonne cette maladie un traitement anti-infectieux. Ça peut être des antibiotiques chimiques, ça peut être des plantes bactéricides. Et en fonction de la réaction de la personne, on va pouvoir poser le diagnostic. C'est-à-dire que si la personne se sent mieux, ben en effet, c'est que le problème est bactérien. Sinon, ça n'aurait rien changé. Et si la personne se dégrade, eh ben, ça veut aussi dire que c'est bactérien parce que ça veut dire qu'on est en train de taper sur la bactérie, de la tuer et que cette bactérie relâche beaucoup de toxines et que cette charge de toxines est trop importante pour l'état des émonctoires de la personne et du coup, les toxines augmentent l'inflammation. En revanche, si rien ne se passe, là, on peut se poser des questions. Donc, Adam, par rapport aux symptômes que tu nous as donnés, est-ce que tu peux nous donner des symptômes où les gens vont un peu plus peut-être se reconnaître dedans? Est-ce que tu as d'autres symptômes parce que des fois, on a un jargon des fois un peu médical. Est-ce que tu pourrais nous donner plus des exemples un peu plus peut-être concrets? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Lyme peut provoquer jusqu'à 500 symptômes. À ce titre d'ailleurs, on l'appelle la grande imitatrice parce qu'elle peut imiter, voire provoquer une large panoplie de maladies. Et les symptômes peuvent littéralement concerner n'importe quel système et n'importe quel organe du corps humain. Donc, je vais donner des exemples. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront dans cette liste. Au niveau de la tête et du visage, on va pouvoir ressentir des tics nerveux, des paralysies faciales, des maux de tête, des migraines, une pression intracrânienne, c'est-à-dire une sensation de tête en étau, comme si on avait une chape de plomb au-dessus de la tête. Des douleurs ou des crispations de la mâchoire, des difficultés à déglutir, des douleurs dentaires inexpliquées, des troubles de la mastication, des troubles oculaires avec une vision qui est double, qui est trouble, des corps flottants, une hypersensibilité à la lumière. Au niveau des oreilles aussi, on peut être impacté avec des bourdonnements, des sifflements, des acouphènes, des douleurs, une perte auditive, une hypersensibilité auditive.
Après, au niveau du cerveau, parce que la borréliose peut également venir se loger dans le cerveau, beaucoup de personnes qui sont atteintes vont se plaindre de confusion mentale, de brouillard cérébral, de difficultés cognitives, de perte de mémoire, de problèmes d'orientation, de dépression, d'irritabilité, de saut d'humeur, et même de brûlures au niveau du cerveau. Après, on a toute la sphère cardiaque et respiratoire qui peut être touchée avec des arythmies, donc des tachycardies ou des bradycardies. Des extrasystoles, un souffle court, de la toux, des essoufflements, des douleurs au niveau de la poitrine et des côtes, une pression thoracique, des sueurs nocturnes. On a également tout ce qui va concerner les nerfs périphériques, des picotements, des engourdissements, des fourmillements, des sensations de brûlure, des tressautements de nerfs. Puis ensuite, on a tout ce qui impacte le système digestif, à savoir des douleurs à l'estomac, aux intestins, des troubles de la fonction intestinale avec une indigestion, une constipation, une diarrhée, des allergies soudaines et changeantes à certains aliments, des nausées. Et ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Le système musculo-articulaire squelettique peut être également infecté, ce qui va résulter en des douleurs articulaires, musculaires, cervicales, dorso-lombaires, chevilles, des gonflements, des raideurs, des craquements, des fasciculations, des crampes. Et enfin, au niveau de symptômes qui sont un petit peu plus généralisés, on va retrouver beaucoup de fatigue, voire un épuisement profond. La personne est complètement alitée, ne peut plus sortir du lit. Une immunosuppression, c'est-à-dire une tendance à contracter toutes les infections environnantes. Des allergies ou des sensibilités aux produits chimiques. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. D'accord. Une hypersensibilité aux ondes. Beaucoup de personnes qui sont hypersensibles aux ondes sont porteurs d'infections. Des démangeaisons, des douleurs testiculaires, des troubles cutanés, des troubles urinaires, une perte de cheveux inexpliquée, des troubles du sommeil. Et en fait, cette diversité des symptômes s'explique par au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il existe différentes souches et différentes espèces de borréliose, et que chacune d'entre elles a un tropisme, c'est-à-dire une appétence pour un système en particulier. Par exemple, la Borrelia garini va surtout infecter le système neurologique. La Borrelia burgdorferi va surtout infecter le système articulaire. Ensuite, on a les co-infections qui vont dépendre selon chaque cas et qui vont donner des symptômes qui sont très différents. On retrouve la Babesia, la Bartonella, la Rickettsia, Ehrlichia. Donc tout ça, ce sont des infections vectorielles à tiques qui sont transmises par la tique et qui peuvent donner des symptômes qui sont très différents. On a aussi une réactivation de certains virus dont on est porteur, parce que lorsqu'on est atteint par la maladie de Lyme, on est immunodéprimé. On finit par être immunodéprimé. Donc il y a certains virus herpétiques qui vont pouvoir se réactiver. On va pouvoir également... Ça peut être le zona, par exemple, un zona. Tout à fait, l'herpès zoster qui participe beaucoup aux troubles neurologiques. Ça peut être le virus EBV, Epstein-Barr virus, qui provoque la mononucléose. Après, on a tout ce qui est sphère digestive avec une prolifération du candida, des parasites intestinaux. Donc, en fonction de la combinaison des co-infections en présence, le tableau clinique va être très différent. Et enfin, la troisième raison qui explique cette grande diversité, c'est les faiblesses de terrain de chaque personne. Oui. Si une personne a des antécédents de maladies des articulations, elle va avoir plus de risques de développer un Lyme articulaire. Oui. Alors que si ces antécédents sont plutôt des maladies neurodégénératives, ce sera plutôt une neuroborréliose. Voilà. Et c'est pourquoi toutes les combinaisons sont possibles. Et du coup, ça complique le diagnostic. Et il faut vraiment revenir à cette méthode du faisceau d'indices proposée par un professionnel qui est spécialiste de la question. Bien sûr. Alors du coup, Adam, par rapport à tous ces symptômes, parce qu'il y en a énormément, est-ce que peut-être il y a un outil qu'on peut retrouver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été développé pour nous aider peut-être à savoir plus ou moins, parce que c'est très complexe comme tu l'expliquais, à savoir si peut-être on est positif à cette maladie de Lyme? Oui, tout à fait. Il existe un site internet qui propose un questionnaire qui reprend
tous ces indices que j'ai décrits dans l'approche dite du faisceau d'indices. Donc, c'est un questionnaire qui va interroger la personne, qui va lui demander si elle souffre de tels symptômes, si elle a déjà été piquée par une tique, si elle a déjà reçu un diagnostic d'une pathologie attenante, dans quelle région elle a grandi, est-ce que les symptômes sont migratoires, est-ce que les symptômes disparaissent et apparaissent sans raison inexpliquée. Voilà, donc elle va faire en fait la synthèse de tout ça et vous proposer un score à la fin. Et en fonction du score, vous obtiendrez une probabilité d'être porteur de la maladie de Lyme ou non. Alors bien sûr, ça ne constitue pas un diagnostic. Oui, c'est que ça aide à y voir un peu plus clair. Voilà, et lorsque le score obtenu est très élevé et qu'il concorde, qu'il oriente vers la maladie de Lyme, dans ce cas-là, il faut trouver un praticien, un professionnel, un médecin qui est spécialiste de la question et qui pourra poser un diagnostic. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est contacter des associations, notamment l'association France Lyme, qui est très bien, qui va vous mettre en contact avec un médecin spécialiste dans votre région. Super. Donc ça, déjà, ça donne énormément de clés par rapport à ce diagnostic qui est déjà assez complexe à poser, pour avoir déjà toutes les cartes en main pour savoir si on est positif ou négatif et après faire le travail. Tout à fait. Ok, vraiment c'est très clair ce que tu nous as donné. Alors justement, pour continuer par rapport à cette maladie, est-ce que tu aurais des premiers conseils si par exemple une personne est diagnostiquée, qu'elle a fait tout le parcours effectivement et c'est bien confirmé au niveau de la maladie de Lyme, est-ce que tu aurais déjà des premiers conseils peut-être alimentaires pour toi qui sont vraiment très importants, tu vois, peut-être 2 conseils vraiment pour aider les personnes par rapport à leurs symptômes? Bien sûr. Alors, évidemment, l'alimentation, c'est un pilier pour l'accompagnement de cette maladie. De manière générale, un conseil qui peut s'appliquer à tout le monde, et même au-delà des personnes qui souffrent de Lyme, c'est le fait de retirer tout ce qui est industriel. Donc, c'est vraiment privilégier une alimentation qui est saine, qui est la moins raffinée possible, la plus naturelle possible, revenir à des aliments entiers, bruts, vivants. À partir du moment où un aliment ne peut pas moisir, fermenter, germer ou pourrir, c'est un aliment qui est mort et sans grand intérêt nutritionnel. Donc, revenir à une alimentation naturelle, ça va aider au niveau de la maladie à plusieurs égards. Ça va réduire l'inflammation dans le corps, ce qu'on appelle l'alimentation hypotoxique. Oui. Ça va soutenir le système digestif, qui constitue 80% de l'immunité. Ça va affamer les pathogènes. Alors, les pathogènes trouvent toujours de quoi se nourrir dans le corps, mais en enlevant le sucre raffiné, tout ce qui est toxines, chimiques qu'on retrouve dans l'alimentation industrielle, on leur enlève quand même une grosse part de leur alimentation. Ça va permettre de rééquilibrer le pH, et on sait que les bactéries se développent dans un milieu qui est acide. Acide, ouais. Et ça va accompagner le processus de détoxification avec des aliments verts, drainants, détoxifiants, tout ce qui est, par exemple, artichaut, radis noir. Donc là, ça va vraiment soutenir le processus de détoxification. Oui. Et on peut également intégrer des aliments qui vont participer directement à la lutte contre l'infection, comme l'ail, par exemple, ou le miel de Manuka, oui. Sauf s'il y a une candidose. Mais voilà, il y a vraiment des choses à faire au niveau alimentaire. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas partir vers des régimes ultra restrictifs. En fait, il y a des personnes qui vont se baser sur leur lecture, qui vont faire beaucoup de recherches, et c'est très bien de s'investir dans sa pathologie et de faire de la recherche, mais qui vont être menées en erreur parce qu'on peut trouver tout et son contraire en termes de conseils alimentaires sur Internet, et même dans certains livres d'ailleurs. Et au final, on a l'impression que tout devient poison, tout devient problématique, et que tout va nourrir la bactérie, parce que cette bactérie se nourrit de magnésium, de vitamine B, d'acides gras. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir retirer tous les aliments qui en contiennent, qui vont vouloir arrêter tous les glucides, parce qu'elle se nourrit de sucre.
mais en réalité, c'est impossible et ça va surtout les affamer eux et les affaiblir eux avant d'affaiblir la bactérie. Et encore plus créer des carences. Voilà, et donc perpétuer ce cercle vicieux qui a déjà été inauguré et installé par la bactérie. Justement, j'allais te demander s'il y avait des aliments à éviter, mais c'est vraiment ça, toi, ton conseil, ça serait d'éviter de tomber effectivement dans des régimes drastiques qui pourraient encore, peut-être même des fois, accentuer encore plus les symptômes finalement. Tout à fait. Ceci dit, il y a une nuance à apporter. Voilà, c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont souffrir de certaines pathologies supplémentaires et qui vont pouvoir bénéficier d'un régime particulier, parfois assez important, à un moment T. Oui. Par exemple, une personne qui vient me voir et qui a un SIBO et une maladie de Lyme, on va pouvoir tester le régime low FODMAPs sur quelques semaines pour un petit peu diminuer les ballonnements et les troubles digestifs en faisant des rotations avec des périodes d'abondance. Mais dans ce cas-là, oui, on va pouvoir aller vers des régimes un petit peu plus restrictifs. Mais ce sera toujours encadré et sur le court moyen terme. Oui, jamais sur du long terme. OK. C'est ça, il y a d'autres possibilités. Il y a des personnes, lorsqu'elles ont une forte atteinte neurologique, qui vont pouvoir bénéficier sur le court terme du régime cétogène, par exemple. Oui. Alors, c'est pas quelque chose que je conseille généralement, mais j'ai eu des retours dans ce sens-là. Après, il y a des personnes chez qui ça ne va pas du tout, à qui ça ne réussit pas du tout. Bien sûr. Une personne qui a une intoxication aux oxalates, par exemple, on va retirer les oxalates, on va traiter, on va essayer de solutionner les causes sous-jacentes. Donc, il y a des cas comme ça particuliers où on peut aller vers des régimes un peu plus poussés. Oui, d'accord. Est-ce que tu as identifié dans les personnes que tu avais accompagnées, souvent, est-ce que c'était des personnes qui faisaient déjà attention à leur alimentation avant de te consulter ou pas du tout par rapport à cette maladie? Alors, ce que je dis souvent, c'est que la maladie de Lyme ne discrimine pas. C'est-à-dire qu'elle peut impacter n'importe qui et même des personnes qui étaient en très bon état de santé. D'accord. Ok. Donc, je vois pas vraiment de tendance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, avant de contracter la maladie de Lyme, souffraient déjà d'autres choses ou avaient un terrain qui était de manière générale assez faible, assez fragile. On peut aussi souvent identifier des facteurs aggravants qui ont pu participer à l'établissement de la maladie de Lyme. Donc, des personnes, par exemple, qui avaient déjà des troubles digestifs préexistants. Oui, d'accord. Des personnes qui souffrent d'infestations parasitaires. Des personnes qui souffrent d'intoxication en métaux lourds, qui ont un terrain allergique très poussé, avec un syndrome d'activation mastocytaire, qui ont des troubles ORL à répétition. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup en consultation et que du coup, j'essaye d'abord déterminer et ensuite de solutionner. Bien sûr. C'est tout l'intérêt en fait de consulter un naturopathe. C'est vraiment d'obtenir un regard extérieur sur notre situation parce qu'il y a beaucoup de malades qui ont un tableau qui en fait s'apparente à un puzzle. Il faut reconstituer le puzzle. Et c'est difficile à faire quand on est nous-mêmes malades. Tout à fait. Il faut pouvoir prendre du recul. Et ça, c'est vraiment bien de faire appel, comme tu dis, à un thérapeute, un naturopathe qui va nous aider, qui va voir en fait la situation de l'extérieur, d'un point de vue extérieur finalement. Tout à fait. Et j'ai aussi des personnes qui ont contracté la maladie de Lyme alors qu'elles étaient en pleine forme, qu'elles étaient très sportives ou sportives tout court, qui mangeaient bien, qui avaient une bonne vitalité, qui n'avaient pas de soucis, pas d'antécédents particuliers. Ce que je peux dire quand même pour répondre à ta question, c'est qu'il est vrai que les personnes qui n'avaient pas de problème de santé auparavant vont développer une forme de la maladie qui est moins grave généralement. Les personnes qui sont les plus malades avec une cinquantaine de symptômes, qui sont complètement alitées, qui souffrent le martyre, généralement, quand on étudie l'historique, il y avait autre chose. Il y a d'autres choses. Oui, oui.
D'accord. C'est très intéressant de bien comprendre ça aussi par rapport à la maladie, en fait, hein. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu nous partages, Adam, aujourd'hui. Si tu avais une personne en face de toi, ou je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont concernées par cette maladie, qui peut-être viennent d'avoir le diagnostic, quel serait le premier message que tu voudrais leur donner, leur délivrer? Alors, ce que j'aimerais leur dire en premier lieu, c'est d'accueillir en fait ce diagnostic comme une grande avancée. Quelque chose qui va vous permettre de mettre un nom sur vos symptômes et donc vous conduire à un protocole de soins global qui sera efficace puisque ciblé. Je leur dirais également qu'il va falloir s'armer de patience, de persévérance, de rigueur dans l'application des protocoles pour venir à bout de cette situation qui prend du temps parce que ce sont des infections qui sont froides et donc par définition des infections qui sont persistantes. Donc il va falloir accepter la maladie sans pour autant se complaire dans une position victimaire. Voilà, il faut trouver le juste équilibre. Il faut s'investir dans sa pathologie, faire des recherches, voilà, être curieux, sans pour autant en faire une obsession, passer tout son temps sur les forums de malades, ruminer la colère, la haine, etc. Voilà, il faut trouver un équilibre et petit à petit, vous allez pouvoir vous en sortir. Et quand vous en sortirez, vous en ressortirez grandi à bien des égards. Parce que c'est une épreuve qui a du sens, finalement. C'est un message très puissant que tu délivres et c'est vrai que je pense, même dans toutes les maladies, là on parle spécifiquement de la maladie de Lyme, mais je pense dans toutes les maladies que chaque individu peut traverser, pour moi il y a toujours un message derrière. Et comme tu dis, on en ressort grandi. Alors je dis pas que c'est facile, hein, bien évidemment, bien au contraire, quand on est vraiment au fond de la vague, là, dans le creux de la vague, on a juste une envie, c'est d'être mieux, mais finalement, est-ce que ces symptômes, est-ce que les maladies qu'on contracte, qu'on attrape, est-ce que finalement, elles sont pas là aussi des fois pour nous changer d'orientation, nous aider aussi à mieux nous comprendre aussi, à faire un travail aussi interne, hein. Mais attention, je dis pas que c'est facile, hein, bien au contraire. Mais c'est ce que tu nous dis aussi par rapport à ça. C'est ça. Lorsqu'on est très souffrant, c'est très compliqué d'entendre ce message et de l'apprécier parce qu'on est focalisé sur la douleur, bien évidemment, qu'on voit pas comment ça peut être positif. Mais quand on en sort, on peut se rendre compte qu'on a découvert plein de choses sur nous-mêmes, sur notre résilience, sur notre capacité d'endurance, sur notre niveau de patience, qu'on a découvert des choses sur le monde, sur même sur la médecine, sur la naturopathie, sur l'écologie. En fait, c'est hyper enrichissant. Et puis, on fait beaucoup d'introspection lorsqu'on est malade, parce qu'on est souvent esseulé, isolé. Et donc, on va vraiment naviguer à l'intérieur de nous-mêmes et on va trouver des trésors. Et je pense qu'on peut aussi découvrir certaines qualités qu'on n'aurait pas soupçonnées et qu'on pourrait peut-être mettre à profit après coup, au niveau professionnel ou au niveau de la société, tout simplement. Super. Donc, est-ce que justement, dans les personnes que tu as accompagnées, par rapport à ce que tu nous dis, est-ce qu'il y a des personnes qui ont changé de carrière ou changé de vie? Eh bien oui. Oui, il y en a beaucoup. Alors, il y a certaines personnes, mais c'est assez rare, qu'une fois qu'elles sont sorties d'affaires, veulent tirer un trait sur tout ça, veulent oublier. Parfois, je leur demande de témoigner parce que je trouve que leur message est hyper puissant, mais elles ne veulent même pas témoigner parce que c'est trop difficile que de revivre tout ça et de remettre tout ça sur papier, ce que je comprends parfaitement. Bien sûr. Mais il y a quand même, je dirais, une majorité qui prend conscience de certaines choses. Alors, je dis pas que les personnes qui veulent plus en parler ne prennent pas conscience, hein, mais il y a une majorité de personnes qui prennent conscience de certaines choses et qui s'interrogent. Donc, ils vont parler de reconversion, qui vont, parfois même lors de la première consultation, donc les personnes sont encore assez malades, m'interrogent sur l'école que j'ai fait, voilà mon parcours. Donc, on voit qu'il y a une certaine curiosité. Et il y a une certaine partie d'entre eux qui franchissent le cap
et qui s'inscrivent en école de naturopathie, d'herboristerie ou même d'autres domaines, mais toujours relatifs au bien-être ou bien à tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est dans l'humain. Dans l'humain, oui. Et qui en font des carrières. Et d'ailleurs, la première consultante que j'ai eue en consultation qui souffrait de la maladie de Lyme, s'est récemment reconvertie, a fait une école d'herboristerie, elle a suivi ma formation sur la maladie de Lyme. Et je parlais la dernière fois avec elle et elle m'a dit qu'elle avait commencé à accompagner des personnes malades de Lyme et qu'elle avait des résultats. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Je pense que tu as dû te coucher ce soir-là, tu as dû être en gratitude, tu as dû être super content de dire, voilà, mon métier, il est juste incroyable en fait. Ça a du sens. Oui. Ça a du sens. Alors que ce que je faisais auparavant me plaisait, mais c'était beaucoup moins stimulant, excitant. Oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Et j'ai plusieurs cas comme ça. Hein. J'ai plusieurs apprenants dans ma formation qui auparavant étaient consultants. Et qui eux aussi viennent apporter la pierre à l'édifice pour aider d'autres personnes. Ça, c'est juste magnifique. C'est ça. Et tu vois, cette fille, par exemple, pratique beaucoup de musculation et de sport. Ce que je fais pas forcément, je fais du sport, mais voilà, c'est pas non plus une passion. Et du coup, elle aimerait bien aussi mêler un petit peu les deux approches. Les deux approches. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, chaque personne va apporter un petit peu sa touche personnelle. Tout à fait. Et donc, c'est génial. Bah, écoute, Adam, je suis ravie de t'avoir eu dans cette interview. Tu nous as donné énormément de conseils par rapport à cette maladie de Lyme, sur les symptômes diagnostiques et les premiers conseils alimentaires à mettre en place. Juste pour conclure cette interview, donc au niveau, de toute façon, je vais tout remettre dans la barre d'informations. On te retrouve donc sur ton site internet, comme tu l'as cité, ton compte Instagram et sur Facebook. C'est bien ça? C'est ça. Donc, sur mon site internet, je rédige des articles. D'accord. Oui. Des articles qui sont assez étoffés parce qu'on a la place, contrairement à Instagram qui est plus... il y a moins d'espace. C'est limité. On retrouve également un résumé de mon histoire, un résumé assez détaillé, mais bien sûr pas aussi détaillé que dans le livre. Là, c'était important pour moi de partager publiquement mon témoignage de guérison. Bien sûr. Pour inspirer un maximum de personnes. Donc, il y a pas mal d'informations quand même, de ressources qui sont à disposition de tout le monde sur mon site internet. Sur Instagram, mais je vais partager aussi des informations relatives à la santé verte, comme on dit. Je vais également partager pas mal de témoignages de personnes que j'accompagne. J'en propose également sur mon site, mais peut-être un peu moins. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aux 3, ça se complète, vous trouverez un petit peu de tout sur les 3. Sur l'ensemble des 3 réseaux. Eh bien, écoute, Adam, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as données. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui se reconnaîtront et qui viendront te consulter. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, c'est bien direction sur le site d'Adam ou sur Instagram ou sur Facebook. Et puis en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, surtout, comme on l'a dit, l'alimentation, l'hygiène de vie, le sport sont très importantes. Et puis à très vite.